Lumière pour lire vous propose un voyage dans un monde parallèle, une dimension divergente, abstraite, qui cependant possède sa propre réalité, sa propre cohérence. Il s'agit de l'univers incommensurable du roman. Le roman possède une sagesse intrinsèque, la sagesse de l'incertitude. C'est cette sagesse, difficile à accepter et à comprendre, que nous allons tenter de retrouver et d'acquérir. Car cette sagesse peut se révéler d'une grande utilité effective dans le monde réel. Ce faisant, la littérature devient plus qu'une distraction passagère. Alors, cheminons à la lumière d'une œuvre. Aujourd'hui, nous allons à la recherche de la sagesse cachée dans le roman d'Emmanuel Carrère, L'Adversaire, publié en l'an 2000. L'auteur est né à Paris en 1957. Il est présenté comme un écrivain, journaliste et essayiste. C'est un auteur réaliste que l'on peut même qualifier d'historien, d'enquêteur. Dans son sens étymologique, le mot « histoire » désigne une enquête, une narration sur des faits passés, que ceci concerne l'humanité en général, un peuple en particulier ou juste un individu. De journaliste à biographe, on ne peut s'empêcher de remarquer chez cet auteur un intérêt passionné pour le fait humain, personnel. Le roman revient sur les minutes du procès et le parcours mythomaniaque et criminel de Jean-Claude Roman, lequel, en 1993, a fait passer de vie à trépas 5 membres de sa famille, ses parents, sa femme et ses 2 enfants. L'Adversaire est ce que l'on appelle un roman non fictionnel. Il est à l'entrecroisement de la biographie, de l'enquête journalistique et du mémoire. Les personnages qu'on y trouve sont dits référentiels. Le lien entre le narrateur principal et les multiples narrateurs secondaires est tout aussi complexe. L'auteur-narrateur a choisi de combiner les témoignages de manière à donner à lire un récit cohérent et logique temporellement. Les propos des protagonistes sont subordonnés à la voix unique d'un narrateur à la fois homodiégétique et intradiégétique, à la fois interne et externe à la narration. Même si c'est une histoire vraie, c'est-à-dire que les événements racontés ont eu une existence palpable dans le monde, l'auteur arrive quand même à utiliser son imagination pour se représenter des moments dont personne n'a été témoin. En mettant une partie de sa vie et celle de Jean-Claude Roman dans un même espace romanesque, M. Carrère arrive à nous faire voir la distance infranchissable qui sépare les 2 vies mises en parallèle. Elles sont radicalement opposées. S'il se crée entre ces vies quelques ponts épistolaires pour les besoins de l'enquête, la distance morale qui les sépare reste radicale. La problématique qui guide notre recherche est celle-ci. À tout va, on reçoit l'injonction d'être soi-même, de devenir soi-même. On pense ainsi qu'être soi-même, c'est être authentique, vrai. L'expression de cet ordre sous-entend bien en elle-même qu'être soi-même ne va pas de soi. Il ne suffit pas d'être, c'est-à-dire d'exister, pour être vrai. La personne humaine n'est pas un objet. Dès lors, est-il toujours possible de manifester sa nature réelle? Ou encore, qu'adviendrait-il si pour un individu, être soi-même signifiait être faux? Autrement dit, si sa vérité profonde était elle-même un mensonge. On lit dans le texte. Pourquoi mentirait-il? Parce qu'il ment. C'est sa manière d'être. Il ne peut faire autrement. Et je pense qu'il le fait plus pour se tromper lui-même que pour tromper les autres. C'est ce paradoxe que le roman va peut-être nous aider à résoudre.
l'adversaire ou l'impossibilité d'être soi. Le récit rend visible 4 obstacles à une manifestation saine et véridique de soi. Autrui est le premier obstacle. C'est un obstacle ambivalent. Les autres sont à la fois ceux qui rendent l'expression de soi objective par leur assentiment, leur adjudication, mais aussi ceux qui l'interdisent par leur critique et leur rejet potentiel. Autrui confirme ou infirme, accepte ou repousse. Or, pour être soi-même, il faut la liberté de l'esprit et la liberté d'expression. On lit dans le texte. Quand Jean-Claude lui avait fait la confidence d'une liaison, parlé de tout envoyer promener, Luc l'avait ramené à la raison. Une telle amitié fait partie des choses précieuses de la vie, presque aussi précieuses qu'un mariage réussi. Plus loin. D'un autre côté, lui dire la vérité, c'était déchoir à ses yeux, et pire, devoir affronter son incompréhension, le harcèlement de ses questions. Si on a peur des autres, on peut vouloir se cacher derrière un masque. C'est la naissance de l'hypocrite, de la comédie. On lit dans le texte. Il n'osait pas lui avouer la vérité. Il aimait mieux mourir que de la décevoir. Il aimait mieux aussi mourir que de continuer à lui mentir. Plus loin, aucune femme ne pouvait aimer ce qu'il était en vérité. Plus loin, quand il faisait son entrée sur la scène domestique de sa vie, chacun pensait qu'il venait d'une autre scène où il tenait un autre rôle, celui de l'important qui court le monde, fréquente les ministres, dîne sous des lambris officiels et qu'il le reprendrait en sortant. Mais il n'y avait pas d'autre scène, pas d'autre public devant qui jouer l'autre rôle. Dehors, il se retrouvait nu, il retournait à l'absence, au vide, au blanc. Nous pouvons définir notre identité par l'intermédiaire d'une relation à l'autre. Le mensonge brise cette relation et notre existence perd son sens, hors du lien dialogique qui nous unit à autrui. On lit dans le texte. Lorsqu'il partait de chez lui au volant de sa voiture, il savait que jusqu'à son retour s'étendait une longue plage de temps vide et mort où il ne parlerait à personne, n'existerait pour personne. Plus loin, il lui sera à tout jamais impossible d'être perçu comme authentique et lui-même a peur de ne jamais savoir s'il l'est. Avant, on croyait tout ce qu'il disait, maintenant on ne croit plus rien et lui-même ne sait que croire car il n'a pas accès à sa propre vérité, mais la reconstitue à l'aide des interprétations que lui rendent les psychiatres, le juge, les médias. Le deuxième obstacle, ce sont ses propres défaillances ou faiblesses psychiques, l'obstacle intérieur. Il arrive, paradoxalement, que la croyance en la toute-puissance de la volonté crée une nausée vertigineuse qui paralyse le moi et le rend léthargique. Face au caractère illimité des possibilités, le moi reste tétanisé. Le soi peut se sentir abattu, humilié devant son incapacité à saisir effectivement toutes les libertés qui sont pourtant à sa portée. Avoir l'embarras du choix peut constituer un réel frein à l'expression libre de soi. On lit dans le texte. Je pense qu'il a effectivement rêvé d'être forestier comme son père, parce qu'il voyait son père respecté, parce qu'il l'admirait. Puis, au lycée du Parc, cette admiration s'est heurtée au dédain de jeunes bourgeois bien mis, fils de médecins ou d'avocats, pour qui un régisseur forestier était une sorte de bouseux subalterne.
Collectivement, la société impose à l'individu d'être lui-même en assumant la responsabilité du développement de son autonomie. Mais c'est une tâche qui est psychiquement lourde à porter. Et Jean-Claude Roman a refusé cette responsabilité, ce qui a généré chez lui une culpabilité et un sentiment d'échec insurmontable. On lit dans le texte. D'un autre côté s'ouvrait le chemin normal que suivaient ses amis et pour lequel il avait, tout le monde le confirme, des aptitudes légèrement supérieures à la moyenne. Plus loin, il déployait pour feindre de faire médecine la somme exacte de zèle et d'énergie qu'il lui aurait fallu pour la faire réellement. Plus loin, il y avait en lui de quoi faire un vrai et bon médecin et pour lui faire choisir cette voie, une de ces puissantes motivations inconscientes sans quoi rien ne s'accomplit, le désir de comprendre la maladie de sa mère, peut-être de la guérir. L'exercice physique qui exerce le corps et fait en même temps progresser l'esprit et lui donne sa prééminence n'existe pas chez Jean-Claude Roman. Son corps est flasque, sans contrôle, livré à lui-même. On imagine l'état de déchéance dans lequel doit être son esprit. On lit dans le texte. Il était grand, massif, avec un corps doux et mou, dont les mensurations étaient celles d'un adulte et la chair celle d'un enfant épouvanté. Au tribunal, il s'est mis à trembler doucement, puis fort, de tous ses membres, et une sorte de fredon égaré s'est échappé de sa bouche. Plus loin, seul à la maison, il passait toute la journée dans son lit humide, la couette relevée jusqu'au-dessus de sa tête. Il avait souvent transpiré. Maintenant, il fallait changer ses draps tous les jours. Baignant dans sa sueur mauvaise, il somnolait, lisait sans comprendre, hébété. Dans une famille, il est toujours sous-entendu l'idée d'une transparence aux autres. C'est là que l'on apprend à exprimer son monde intérieur, ce qui permet de créer une cohérence entre sa vie intérieure et sa vie extérieure. Mais on a appris à Jean-Claude Roman à créer un décalage, une discontinuité entre vie intime et vie publique, entre le moi et le je. Il est impossible d'édifier une existence positive en niant sa nature profonde. On lit dans le texte. D'un côté, on lui avait appris à ne pas mentir. C'était un dogme absolu. Un roman n'avait qu'une parole. Un roman était franc comme l'or. De l'autre, il ne fallait pas dire certaines choses, même si elles étaient vraies. Plus loin, la pratique du pieux mensonge allait de soi dans cette famille où la règle était de ne mentir jamais. Des principes non verbalisés et intégrés dans l'enfance qui orientent son comportement et créent des impératifs inconscients. La charge psychique est telle que Jean-Claude Roman accomplit de manière itérative des actes qui n'ont pour but que de l'abîmer encore plus dans l'anéantissement. Dans le texte, on parle de dépression inavouée d'actes manqués, de dépression massive avec laquelle il a joué à cache-cache toute sa vie. Il est retombé dans la routine et le désespoir. Le troisième obstacle est la construction d'une réalité propre à soi, une réalité uniquement subjective, ce qui empêche une expression de soi efficiente dans le monde réel. On lit dans le texte. Dans l'affaire actuelle et à un certain niveau archaïque de fonctionnement, Jean-Claude Roman ne faisait plus bien la différence entre lui et ses objets d'amour. Il faisait partie d'eux et eux de lui, dans un système cosmogonique totalisant, indifférencié et clos. À ce niveau, il n'y avait plus beaucoup de différence entre suicide et homicide. Quand je lui demandais des détails sur sa vie en prison,
Cela ne le rendait pas plus concret. Il me donnait l'impression de ne pas s'intéresser au réel, seulement au sens qui se cache derrière et d'interpréter tout ce qui lui arrivait comme signe, notamment mon intervention dans sa vie. Il se disait convaincu que l'approche de cette tragédie par un écrivain peut largement compléter et transcender d'autres visions plus réductrices telles que celle de la psychiatrie ou d'autres sciences humaines. Et tenait à me persuader et à se persuader lui-même que toute récupération narcissique était loin de sa pensée consciente du moins. J'ai entendu qu'il comptait sur moi plus que sur les psychiatres pour lui rendre compréhensible sa propre histoire et plus que sur les avocats pour la rendre compréhensible au monde. Parlant d'une agression qu'il aurait subie à 18 ans, mais dont on n'a aucune preuve, il dit « Mais après, je ne savais plus si c'était vrai ou faux. Je n'ai bien sûr pas le souvenir de l'agression réelle, je sais qu'elle n'a pas eu lieu, mais je n'ai pas non plus celui de la simulation d'avoir déchiré ma chemise ou de m'être moi-même griffé. Si je réfléchis, je me dis que je l'ai forcément fait, mais je ne me le rappelle pas. Et j'ai fini par croire que j'ai vraiment été agressé. Ailleurs, il dit, le côté social était faux, mais le côté affectif était vrai. Jean-Claude Roman est incapable d'accepter la réalité comme une chose concrète. On lit dans le texte. Un mensonge, normalement, sert à recouvrir une vérité, quelque chose de honteux peut-être, mais de réel. Le sien ne recouvrait rien. Sous le faux docteur Roman, il n'y avait pas de vrai Jean-Claude Roman. Plus loin. Donc, a souligné la présidente, vous ne pensiez pas seulement à vous suicider, vous viviez avec votre épouse et vos enfants en pensant que vous alliez les tuer. Cette idée est apparue, mais elle était aussitôt masquée par d'autres faux projets, d'autres fausses idées. C'était comme si elle n'existait pas. Je faisais comme si. Je me disais que je faisais autre chose, que c'était pour une autre raison. Et en même temps, j'achetais les balles qui allaient traverser le cœur de mes enfants. Il sanglote. Jean-Claude Roman écrit dans une lettre. La rencontre d'un aumônier qui m'a beaucoup aidé à faire retour à la vérité. Mais cette réalité est tellement horrible et difficile à supporter que j'ai peur de me réfugier dans un nouveau monde imaginaire et de reperdre une identité bien précaire. Cette incapacité à accepter le réel a produit des crises chez Jean-Claude Roman pendant son procès. Le tribunal est devenu comme le lieu où se construit sa réalité. C'est le lieu d'une construction sociale de la réalité. Il faut un élan vital et une vraie force de caractère pour se penser et se projeter dans le futur avec enthousiasme en suivant un modèle préétabli. Mais Jean-Claude Roman était dépourvu de cela. Comment construire ce modèle virtuel vers lequel on doit tendre? En s'inspirant des exemples dans son environnement plus ou moins proche, en s'inspirant des gens que l'on peut admirer. Jean-Claude Roman avait comme modèle proche Luc l'Admiral, par exemple. Ce nom est un nom inventé par l'auteur et qui dit bien que c'est un personnage lumineux et digne d'admiration. On lit dans le texte. Luc l'Admiral, lui, était le leader naturel, beau gosse, rejeton d'une vieille famille de médecins lyonnais, sûr de lui, sans frime, catholique, sans bigoterie, préparant son avenir, mais résolu à profiter de sa jeunesse. Il y a aussi des modèles antithétiques, ceux auxquels on ne veut pas ressembler, des antimodèles en fait. Pour être soi-même, il faut inventer sa propre vérité et ensuite la faire advenir dans le monde réel, la rendre accessible à tous, l'exprimer. C'est une conception téléologique du moi.
C'est à son moi du futur qu'il faut s'adresser en lui demandant « Qui es-tu ? Qui suis-je » Le quatrième obstacle est l'immodestie, ce que les Grecs appelaient l'hubris, la démesure. Le système irrationnel de pensée symbolique de Jean-Claude Roman a des visées qui le dépassent. Chercheur à l'INSERM, chercheur à l'OMS, ami de Kouchner, soigné à Paris par le professeur Schwarzenberg. Être riche. Le soi n'est pas un objet de connaissance, mais un objet d'action. Être soi-même, c'est être perpétuellement en devenir. Le soi est un programme. On lit dans le texte. Habitué à fonctionner selon le programme Docteur Roman, il lui a fallu un temps d'adaptation pour rétablir un nouveau programme, Roland l'assassin, et apprendre à le faire tourner. Le code existentiel de Jean-Claude Roman, son programme, les données qui orientent ses actes et permettent de l'identifier, se résument en 3 mots: vacuité, vanité, veulerie. Pourtant, il pouvait en être autrement. On lit dans le texte. Le métier de son père, même à un niveau plus élevé, en passant le concours d'une grande école, a cessé de lui paraître désirable, et il a dû en avoir honte. Il a formé un rêve d'ascension sociale que sa qualité de bon élève rendait tout à fait raisonnable, qui pouvait très bien se réaliser en devenant médecin et éprouver, comme toute personne sensible, qui s'élève par rapport à son milieu, le déchirement de trahir les siens, tout en comblant leurs espoirs les plus chers. Mais il a abandonné le rêve en cours de route. Pour être, il faut devenir ce que l'on n'est pas encore. Être soi est une intention, un projet. Le soi est un horizon. Il faut se créer un modèle de soi en puissance, un modèle virtuel et tendre vers lui. Jean-Claude Roman se contentait pour sa part de se regarder avec les yeux des autres et l'image de lui qui lui renvoyait lui suffisait. Il n'avait donc plus besoin de tendre vers cette image pour s'y conformer et la rendre réelle. Et ce faisant, il se conformait peut-être de manière non verbalisée, pas à pas, petit à petit, à l'image d'un destructeur de famille. Son premier modèle a été aboli, c'est son père. Est-ce à dire qu'il crée son propre destin? Une forme de fatalité? Tant qu'il se conformait à son modèle, à celui qu'il voulait être vraiment, c'est-à-dire une chose humaine, informe, errante, apathique, sans volonté, un vagabond, un assassin, on peut dire que oui. On lit dans le texte, il savait que son histoire à lui ne pouvait pas bien finir. Jean-Claude Roman écrit en prison. Je n'ai jamais été aussi libre. Jamais la vie n'a été aussi belle. Je suis un assassin. J'ai l'image la plus basse qui puisse exister dans la société. Mais c'est plus facile à supporter que les 20 ans de mensonges d'avant. Il est devenu lui-même. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. D'où vient le titre du roman? Comment se déroule concrètement le procès? Pour le savoir, lisez L'Adversaire d'Emmanuel Carrère. Il reste à faire remarquer que ses parents se méfiaient des romans. On lit dans le texte, « Il fallait que leur fils soit malade pour qu'il lui donne de quoi en acheter à la maison de la presse, dont le tourniquet de livres de poche se renouvelait peu. Peut-être que s'il en avait lu plus. » Pinocchio, le petit personnage de Carlo Collodi, par le mensonge et l'apprentissage du dire vrai, devient un vrai petit garçon. Jean-Claude Roman, par le mensonge, passe d'un être réel en chair et en os à un être de papier. Monsieur Carrère ne lui a-t-il pas donné ce qu'il a toujours voulu? Une existence simplement virtuelle. Si l'on s'interroge sur la légitimité du geste romanesque de l'auteur, et si l'on se demande pourquoi on écrit plus sur les criminels plutôt que sur les victimes, une réponse évidente, mais pas nécessairement suffisante.
nous vient aisément à l'esprit. Le sort des victimes, aussi tragique soit-il, entre dans une forme de normalité de l'expérience ou de la vie, perçue fatalement comme porteuse de souffrance. Une victime est par définition passive, sans intentionnalité, on reste effaré et il n'y a pas de raison à trouver. Alors que les bourreaux, eux, questionnent et fascinent parce que ce sont des énigmes et qu'ils dérangent notre perception de ce qui est normal. Là où Jean-Claude Roman ne peut mentir, c'est qu'il existe une adéquation entre son être et ses actes, un être de néant, produit des actes de néant. Mais à votre avis, M. Carrère a-t-il permis à Jean-Claude Roman de révéler qui il est vraiment? Le personnage vous a-t-il paru transparent, clair et intelligible? Et surtout, vous, comment avez-vous lu le roman? Lisez, relisez, parce que lire, c'est comme dormir en pleine tempête.